Salut, c'est Émilie de The Broken Science Initiative. Aujourd'hui, je vais parler des types d'études médicales, en soulignant leurs points forts et faiblesses, ainsi que les erreurs courantes dans leur utilisation et interprétation. Il est crucial de comprendre les différents types d'études pour interpréter et appliquer toute recherche en médecine et dans d'autres domaines. Cette compréhension est essentielle pour une utilisation adéquate des résultats de recherche. La psychologie, les sciences sociales et les affaires utilisent des études observationnelles. Les études scientifiques peuvent être largement classées en plusieurs types en fonction de leur objectif, de leur conception et de la nature des données collectées. Donc dans cette vidéo, je vais parler exclusivement des études observationnelles. Et lorsque vous lisez ou entendez des rapports d'actualité sur un effet observé ou une étude observationnelle trouvée, c'est de cela dont ils parlent. La grande chose à retenir, si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, c'est que les études observationnelles sont corrélatives. Ils ne peuvent rien dire et ils ne disent rien sur la cause. Ils ne peuvent, par conception, dire quoi que ce soit sur la cause. Pas de cause dans les études observationnelles malgré les gros titres que vous voyez. Un exemple de cela que les gens ignorent est que le tabagisme provoque le cancer du poumon, une étude observationnelle. C'était juste une association, mais on croyait que c'était causé par le fait que le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon était différent. Énorme! C'était environ 10 à 20 fois plus de risques accrus. Nous ne pouvons pas vraiment imaginer ou expliquer comment une association aussi puissante a pu se former à partir d'une autre combinaison de variables confondantes ou de biais. Donc, nous avons un peu accepté cela comme étant vrai malgré le fait que ce soit une observation et donc pas une preuve de cause quelconque. Donc, un bon conseil lorsque vous lisez les nouvelles et que vous voyez des titres comme « La consommation de café était associée à blah » ou « Vivre à proximité de lignes électriques était lié à blah ». Ce sont des études observationnelles. Donc, vous devez être conscient qu'ils sont associés et que les liens sont des mots qui sont sortes d'indices où nous devrions savoir qu'ils ne vont absolument rien dire sur la cause. Et s'ils prétendent le contraire, ils ont tort. Les études observationnelles sont des études où les chercheurs observent et mesurent des variables. La principale force des études observationnelles est qu'elles sont utiles pour identifier des associations et générer des hypothèses, surtout lorsque les études expérimentales ne sont pas éthiques ou réalisables car elles sont trop coûteuses. Pas de relation de cause à effet, potentiel de variables de confusion et de biais, lire attentivement pour éviter les erreurs. Une variable confuse est une influence extérieure qui peut modifier l'effet d'une variable dépendante ou indépendante. Qu'est-ce que cela signifie? C'est essentiellement toute influence extérieure qui a une exposition et un impact sur la santé de quelqu'un. Et beaucoup d'entre eux sont en fait inconnus aux chercheurs. Il est donc vraiment impossible de mesurer leur influence sur le risque. Un exemple est si vous étudiez la santé cardiaque et la consommation de thé, on constate que les personnes qui boivent beaucoup de thé vert ont un risque réduit d'événements cardiaques. Mais ces buveurs de thé pourraient aussi faire du CrossFit. Ils peuvent également manger une alimentation naturellement présente. Ils peuvent méditer. Donc, en général, ils sont en meilleure santé que les non-buveurs de thé. Ce sont donc les variables confondantes qui rendent toute affirmation de cause impossible dans une étude observationnelle. Un type d'étude observationnelle est connu sous le nom d'étude de cas. Ces études consistent principalement en des enquêtes détaillées sur un individu, un groupe ou un événement spécifique. Ils peuvent fournir des infos précieuses et aider à générer une hypothèse selon laquelle ils ne peuvent pas établir de relation de cause à effet car ils ne concernent qu'un seul cas. Il serait impossible de faire d'autres revendications ou d'exclure d'autres causes potentielles. Et ils sont vraiment limités car il s'agit simplement de cet échantillon. Donc un exemple de cela serait une étude de cas pourrait enquêter sur un patient qui a développé un effet secondaire rare après avoir pris un nouveau médicament. L'étude peut ensuite générer une hypothèse sur cet effet secondaire potentiel du médicament, mais elle ne peut pas prouver la causalité. Avec de nombreux autres facteurs en jeu, il est délicat d'attribuer une cause dans une étude similaire en raison de sa complexité. Donc, la prochaine étude observationnelle dont je vais parler s'appelle une étude transversale.
Maintenant, cela ne fournit vraiment qu'un instantané d'une population à un moment très précis. Ils peuvent identifier les associations entre les variables, mais encore une fois, voici. Ils ne peuvent pas parler de la cause ou de la relation temporelle, car ils n'observent pas les changements au fil du temps ou ne prennent pas en compte d'autres variables potentiellement confondantes. Un exemple d'étude transversale pourrait être d'analyser la consommation de soda diététique dans la population. Et il pourrait voir un risque plus élevé d'obésité associé pour les personnes qui boivent plus de soda diététique. Cependant, cela est limité car peut-être que les personnes obèses qu'ils étudient consomment plus de soda diététique pour perdre du poids. Donc, cela est souvent appelé causalité inversée. Ce n'est pas que le soda diététique rend les gens plus gros, mais que les personnes qui luttent avec leur poids sont plus susceptibles de boire du soda. Donc, quand ils mesurent ces deux choses, ils constatent une relation différente de celle qu'ils prétendent. Un autre type d'étude observationnelle est une étude de cohorte ou des études de perspective qui suivent un groupe de personnes dans le temps. Maintenant, ils peuvent établir une relation temporelle car ils suivent les personnes dans le temps. Et souvent, ils essaient de regarder la causalité, mais ils ont encore quelques limitations vraiment sérieuses. Ces types d'études observationnelles peuvent introduire ce qu'on appelle une erreur de mesure. Un exemple serait que de nombreuses études nutritionnelles sont des études de perspective et elles utilisent des questionnaires de fréquence alimentaire pour demander aux gens de se rappeler ce qu'ils ont mangé. Mais les gens peuvent mal mesurer leur apport alimentaire ou le mesurer différemment. Dans certains cas, les enquêtes sont mal conçues, comme celle sur le cancer colorectal, l'une de mes préférées, qui demandait au sujet de mesurer combien de tasses de côte il mangeait en un mois. Comment faites-vous cela? Comment mesurez-vous une tasse de côte? Les os sont-ils inclus? Les gens ne se souviennent pas exactement de ce qu'ils ont mangé ni de la quantité qu'ils ont consommée. Donc, ce genre de questionnaire de rappel est très problématique. Les études de perspective et de cohorte ont également un autre problème potentiel majeur, appelé une perte de suivi. Une étude de cohorte impliquerait le suivi des personnes sur plusieurs années pour évaluer l'impact des différents facteurs sur leur santé. Cependant, au fil du temps, certains participants peuvent déménager, changer leurs coordonnées ou simplement décider de se retirer de l'étude parce qu'ils ne veulent plus le faire, ce qui rend difficile, voire impossible, pour les chercheurs de collecter des données précises sur l'ensemble de l'échantillon. Ainsi, cette perte de suivi peut introduire toutes sortes de biais dans les résultats de l'étude, car les personnes qui abandonnent l'étude peuvent être systématiquement différentes de celles qui y restent. Et cela peut également réduire la puissance statistique de l'étude, car cela réduit le nombre de sujets d'une certaine quantité. Donc, comme toutes les autres études observationnelles, les études de cohorte, même s'ils peuvent s'ajuster pour certaines des variables de confusion connues, il reste encore de très grandes variables de confusion inconnues qui ne sont pas prises en compte car elles ne sont pas connues. D'accord, passons maintenant aux études cas témoins, qui sont une sorte d'études observationnelles comparant des individus ayant une condition très spécifique à des individus ne présentant pas cette condition. Ils peuvent identifier une association entre l'exposition et le résultat, mais encore une fois, ils ne peuvent rien établir concernant la causalité ou une relation temporelle car ils sont rétrospectifs. Il y a un potentiel de biais de rappel et de biais de sélection. Une étude cas témoin pourrait révéler que les personnes atteintes d'un cancer du poumon sont plus susceptibles d'avoir des antécédents de tabagisme. Sans cancer du poumon, mais réfléchissons-y, cela ne prouve pas la causalité en partie à cause d'un biais de rappel, car quelqu'un atteint d'un cancer du poumon pourrait plus facilement se souvenir et signaler son historique de tabagisme. Par rapport à quelqu'un qui ne veut pas se souvenir qu'il a fumé ou qui ne pense même pas avoir fumé autant, n'a aucune précision dans son rappel. Il peut y avoir d'autres variables confondantes dans ce cas, comme l'exposition à la pollution de l'air ou des prédispositions génétiques qui augmentent le risque de cancer. Ce sont les études les plus courantes,
Il est crucial de prendre en compte toutes ces limitations avec chacune des études que j'ai mentionnées, chacune de ces sous-catégories. Réfléchissez-y lorsque vous lisez les gros titres ou une étude dans un journal médical. Ces éléments sont importants pour comprendre l'association et générer une hypothèse, mais leurs limites les limitent. Donc, les variables confondantes, le biais, l'incapacité à établir une relation temporelle avec une grande fiabilité sont des facteurs à prendre en compte. Donc, lorsque vous lisez une histoire dans les actualités sur une étude observationnelle ou que votre médecin vous parle d'une réponse observée dans quelque chose qu'il a vu ou dont il a connaissance, rappelez-vous que cela n'est en aucun cas définitif. C'est suggestif et c'est une idée intéressante et elle devrait probablement être approfondie. Mais à moins qu'il n'ait été testé lors d'une expérience rigoureuse, indépendamment et reproduit, ce qui peut être beaucoup demandé, mais cela ne vaut pas autant que les gens veulent le faire croire. Dans le secteur des actualités, les gens voient des études observationnelles avec de grandes affirmations et des titres excitants, sachant que les gens les liront. Ils le diffusent ensuite au public, allant même plus loin que les scientifiques en utilisant un langage qui donne l'impression que c'est causal alors que ce n'est pas le cas. Souviens-toi, garder à l'esprit l'idée d'association et de lien comme un grand X, à travers l'idée qu'il n'y a aucune revendication causale. Impossible. Ils ne peuvent pas faire une revendication causale. D'accord, des études observationnelles.